Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des rendez-vous éco-responsables. Aujourd'hui, nous parlons de finances durables et de réglementation. En effet, depuis quelques années, la réglementation européenne s'est considérablement musclée. On va faire un petit tour d'horizon de ces nouvelles règles, parler aussi de l'impact, évidemment pour les épargnants et pour les acteurs institutionnels, mais aussi des performances. Alors pour en parler, nous avons la chance d'avoir 3 spécialistes qui travaillent au quotidien sur ces sujets. À ma gauche, Samira Boussem, vous êtes la responsable des questions ESG chez Natixis IM Solutions. Hervé Guès, directeur de gestion chez Mirova. Et Léa Dunant-Châtelet, vous êtes directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Samira, est-ce qu'on peut commencer avec vous pour en savoir un peu plus ces changements de réglementation? J'ai abordé très rapidement le sujet, mais vous pouvez nous faire un petit point. Donc, depuis 4 ans, je crois, que la Commission européenne a beaucoup bougé ces lignes. Où en est-on exactement? C'est vrai, depuis 2018, la Commission européenne a mis en place un plan autour de la réglementation sur la finance durable. Ce dispositif s'articule autour de 3 briques. Tout d'abord, la taxonomie européenne qui instaure une classification des activités économiques à partir de critères scientifiques qui permet aux investisseurs de savoir s'ils investissent ou non dans des activités économiques dites durables sur le plan environnemental. Elle a défini 6 objectifs, dont 2 objectifs autour du changement climatique. Elle impose aussi des obligations de transparence pour les compagnies et les sociétés de gestion. Ensuite, on a SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, dont on entend énormément parler aujourd'hui, qui a introduit des nouvelles définitions, comme par exemple l'investissement durable, le risque de durabilité, la double matérialité ou les incidences négatives. Elle impose en tout cas des obligations, des exigences de transparence aux sociétés de gestion sur leurs produits, mais aussi au niveau de l'entité elle-même sur ce qu'elle fait en termes d'investissement socialement responsable. Cette réglementation est entrée en vigueur quand? Elle est rentrée en vigueur dès mars 2021. Toutes les sociétés de gestion ont dû classifier leurs fonds selon 3 catégories. Des fonds qui ont un objectif d'investissement durable et dès lors ont l'obligation d'être investis exclusivement dans des investissements durables tels que définis par SFDR, à savoir contribuer de manière positive à un objectif environnemental ou social sans avoir un impact négatif et en sélectionnant des compagnies sous le pilier G de manière assez importante. Pilier G, c'est... De gouvernance, pardon. Ensuite, donc ce sont les fonds article 9. Ensuite, on a les fonds article 8 qui vont faire la promotion. Peut-être dites-nous bien, article 8, article 9, quand on connaît mal le sujet. Donc ce sont des articles de la réglementation. Ce sont des classifications. Ça permet de classifier les produits en fonction des stratégies d'investissement qu'ils mettent en place dans leur processus d'investissement. Mais il y a aussi un article 6, un article 7? Alors, il n'y a pas d'article 7. Très bonne question. C'est vrai qu'on s'attend à avoir un article 7, mais on a défini un article 9. Objectif d'investissement durable. On a l'article 8 avec de la promotion de caractéristiques ESG. Ça va être des fonds, par exemple, qui mettent en place des politiques d'exclusion, qui vont intégrer des critères de sélection sur des critères ES et G. Et ensuite, on a tous les autres fonds qui ne font ni un objectif d'investissement durable ni de la promotion. Et ce sont les fonds article 6. Donc, dès lors, cette réglementation impose à toutes les sociétés de gestion de devoir reporter sur ce qu'elles font en termes d'investissement socialement responsable. Donc, toutes les sociétés de gestion sont dans l'obligation de rendre publiques des informations très importantes pour les épargnants. Ce qui est évident, et la Commission européenne l'a encore rappelé lors de sa dernière publication de vendredi, c'est une réglementation de transparence. Elle n'attend pas de définir, elle ne va pas définir des critères stricts en termes de définition. Par exemple, sur l'investissement durable, elle ne donnera pas de critères spécifiques à ce que veut dire l'investissement durable. En revanche, elle attend à ce que les sociétés de gestion, les gérants, soient transparents et fassent preuve de prudence en termes de méthodologie. Donc pour vous, Samira, c'est un mouvement qui va dans le bon sens? Pour moi, c'est un mouvement qui va dans le bon sens, même si on s'attendait à avoir quelques petites précisions pour pouvoir avoir en tout cas un cadre un peu plus homogène. C'est pas ce que la Commission européenne veut. Elle veut vraiment avoir de la transparence, en tout cas sur ces produits, pour permettre vraiment aux épargnants de s'y retrouver. D'accord, donc on voit que la réglementation a beaucoup bougé ces dernières années. Est-ce que là, on est un peu stabilisé ou est-ce qu'il y a encore des nouvelles briques qui arrivent? Il reste, puisque du coup, ce dispositif, il y a 3 briques, je disais, la taxonomie, SFDR, et une autre brique qui est très importante et qui touche énormément les épargnants, c'est MiFID II. Donc MiFID a été renforcé dès août 2022 pour prendre en compte les exigences ou les préférences plutôt ESG des clients
et l'impact qu'ils souhaitaient avoir au travers de leur investissement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Auparavant, les conseillers financiers interrogeaient leurs clients par rapport au questionnaire d'adéquation sur leur profil de risque, sur leurs compétences sur tout ce qui était marché financier. Depuis août 2022, les conseillers financiers sont dans l'obligation d'interroger leurs clients, les épargnants particuliers, sur leurs préférences ESG et leurs motivations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le questionnaire, on va interroger les clients sur leurs préférences ESG autour de 3 questions, à savoir quelle est la proportion minimale d'investissement alignée avec la taxonomie, alignée avec l'investissement durable tel que défini par SFDR, ou les enjeux qu'ils veulent prendre en compte, les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance dans la gestion de leur épargne financière. Tout ça, bien évidemment, cette réglementation, elle a des objectifs ambitieux, à savoir apporter toute la transparence et les informations nécessaires pour les clients, pour qu'ils puissent s'y retrouver, aussi essayer de mitiger le greenwashing en apportant bien évidemment toute la transparence sur les process. Exactement. Et au final, l'objectif primaire, à mon avis, est très important, c'est d'accompagner la transition vers une économie plus durable en fléchant ces actifs qui sont nécessaires à cette transition. Et en termes d'évolution, on s'attend à ce que, par exemple, la taxonomie soit complétée, puisqu'il y a 6 objectifs qui ont été définis. En revanche, seulement 2 sur le climat sont entrés en vigueur. Donc, on s'attend à ce qu'elle complète cette taxonomie sur les 4 derniers objectifs. Et on espérerait avoir une taxonomie sociale pour ne pas laisser les fonds avec des critères sociaux sur la route. Donc nous sommes encore en transition sur ce sujet de la réglementation. On est encore en transition, on a pas mal avancé, puisque depuis mars 2021, il y a énormément de choses. Ça a énormément d'impact, aussi bien pour les épargnants que pour les sociétés de gestion. Hervé, vous trouvez que ces nouvelles réglementations, vous, dans votre activité quotidienne, c'est quelque chose qui simplifie qui simplifie vous souhaitiez ces changements ou, qui simplifie, Anne, je n'irai peut-être pas jusque-là. On est effectivement plutôt naturellement dans des métiers dans lesquels on se méfie toujours des réglementations et des contraintes que ça peut engendrer en termes de reporting, etc. Mais comme l'a très bien dit Samira, je crois que l'idée phare qui est au-delà des aspects techniques et évolutifs qu'il y aura dans cette réglementation, c'est que ça met bien en parallèle 2 sujets extrêmement importants. Le sujet client d'un côté, quelles sont les préférences des clients, il va falloir interroger les clients, et le côté offre de produits, comment clarifier l'offre de produits. Et donc, ce qui est structurant et ce qui est très bon signe pour le moyen terme, c'est qu'il y a bien cette logique, d'un côté, interroger les épargnants pour clarifier leurs demandes, et de l'autre côté, clarifier l'offre pour être sûr que finalement, la rencontre entre les demandes sur ces produits qui peuvent être 9, 8, 6, on verra s'ils trouvent quand même d'autres noms un peu plus sympathiques que des noms d'articles, si ces produits correspondent bien aux attentes clients. Et ça, oui, c'est structurant, parce que ça va clarifier les débats sur finalement qui veut quoi, comment, est-ce qu'on veut du durable, pas du durable. On va aller interroger les clients et en face, on aura une offre claire. Donc ça, c'est vraiment structurant. C'est vrai que les articles, ça nous perd, pour une directive qui va apporter plus de transparence, les articles, ça nous perd un peu, mais c'est important de bien l'expliquer. Léa, du coup, on voit l'objectif, donc c'est plus de transparence et quelque part répondre aux critiques qui montaient en puissance de ces dernières années sur le greenwashing, de faire tout le monde rentrer dans la finance durable. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière ce label, ces noms. Donc vous, comment vous voyez dans votre pratique cette réglementation ? Est-ce que vous pensez qu'elle va répondre justement à ces critiques, aux évolutions de la finance durable ? Comment vous voyez ça arriver ? Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'on entre dans une nouvelle ère, une ère où on est régulé. On n'a jamais été régulé en fait dans ces métiers. Il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a eu des labels, bien évidemment. C'est ça, chacun inventait son propre label en fait. Oui, alors déjà, chaque pays a inventé son propre label. Là, on est sur une réglementation qui est européenne. Ça a l'avantage de clarifier les choses de manière harmonisée, au moins en Europe. Et en effet, les labels étaient une soft law, ce qu'on appelle une soft law. Aujourd'hui, on est dans une loi. Et la loi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir des vérifications. Alors, c'est pas forcément très heureux, et je suis d'accord avec Hervé, ça donne un peu l'impression qu'il faut mettre un gendarme dans la cour, mais c'est la réalité. Il y avait des abus ? Bien évidemment, on a vécu une crise de croissance où tout le monde est devenu ISR quasiment du jour au lendemain, et d'ailleurs, il n'y a plus que ça. Et donc, finalement, à un moment, soit ça veut dire qu'il faut établir une gradation. C'est ce qu'a fait la réglementation, parce que l'ISR n'est pas noir ou blanc, c'est pas binaire. Donc il va falloir proposer effectivement des degrés d'exigence. Moi j'appelle ça des degrés d'exigence plus ou moins importants, parce que la diversification en matière de gestion financière, c'est le b.a.-ba d'abord. Donc on ne peut pas absolument faire
tous la même chose, c'est impossible. Il faut financer toute l'économie si tout le monde... Également, et il faut le faire en fonction en fait, des besoins du client. C'est au client de choisir ce qu'il veut faire ou ne veut pas faire. Je rejoins Hervé, le questionnaire, il va être fondamental, d'où cette gradation. Et donc, 2 choses pour répondre au greenwashing. Premièrement, effectivement, rappeler qu'il y a différents niveaux d'ISR, et ça a été quelque chose pas très bien accepté au départ par le marché, et en particulier français. C'est une révolution. Le régulateur va venir vérifier. N'oubliez pas, en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, que le régulateur va venir vérifier ce que l'on raconte. Et ça, c'est tout nouveau. Comment ça va se passer, ça? Chaque année, vous devrez remonter vos infos, ils seront regardés. C'est le régulateur français qui... Alors, il y a déjà alors, ça dépend de là où les produits, évidemment, sont commercialisés, mais en tant qu'acteur français, évidemment, c'est notre autorité de marché française qui va s'en charger. Il y a des reportings obligatoires déjà annuels, on est tous en train de les produire en ce moment, qui vont permettre effectivement de clarifier la position de chacun des produits. Et puis, il y aura forcément des contrôles, comme dans nos métiers depuis toujours. Mais l'ISR n'était pas encadré. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le greenwashing a fait beaucoup de mal à notre métier. Il a mis à mal la qualité de certains acteurs présents depuis longtemps, et Hervé est bien placé pour le savoir, et inversement, à décrédibiliser absolument tous les autres. Donc il faut aujourd'hui retrouver un cadre qui permette de satisfaire tout le monde et de montrer que cette finance durable, elle est respectable, elle est utile et elle fonctionne quand elle est bien faite. D'accord. Donc d'ici on va dire quelques années, peut-être pas quelques mois, voilà, on verra beaucoup plus clair quels sont les vrais acteurs qui sont vraiment investis dans la finance durable et ceux qui s'étaient donné un petit coup de pinceau, un petit coup de marketing en fait. Mais Léa, est-ce qu'un produit peut être... Ce concept de finance durable, voilà, il est forcément attirant, mais est-ce qu'un produit peut être pourtant 100% durable? Est-ce qu'un produit financier peut aller vers ça? Je suis contente que vous me posiez la question parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. D'abord, 100% durable, personne n'a la même définition de ça. Je ne parle même pas nous en tant que praticiens, je parle n'importe quelle personne à qui vous allez parler dans la rue n'aura pas la même vision d'un secteur ou d'une entreprise. Donc, évidemment, on peut quand même s'accorder à dire qu'il y a certains secteurs, certaines pratiques qui sont positives. Et on va le dire comme ça. Et donc, moi, je crois effectivement qu'il peut y avoir des produits qui n'investissent que dans des entreprises qui ont une contribution positive. Ça, c'est la première chose. Contribution positive, cette notion, elle est importante, parce qu'on pense toujours à des secteurs comme le pétrole et le gaz, le charbon, l'extraction minière. Non, mais il n'y a pas que ça dans l'économie. Il y a des tas de secteurs qui n'ont pas forcément de contribution positive au développement durable. Les médias, le luxe, la cosmétique, je peux vous en citer plein. Donc, à un moment, il faut se dire qu'effectivement, lorsqu'on veut aller sur de la contribution positive au développement durable, on va se concentrer sur un certain nombre d'activités qui sont assez claires. Elles sont, pour moi, définies selon le cadre de l'ONU et des objectifs du développement durable. On peut le faire, mais on ne peut pas faire que ça. Parce que sinon, c'est extrêmement compliqué. Et on n'adresse pas les besoins de l'ensemble du marché. Oui, c'est ça. Il faut peut-être faire un point maintenant sur les... Vous vouliez dire quelque chose, Hervé? Cette idée effectivement, Léa a tout à fait raison, c'est-à-dire on peut avoir le sentiment quand on va vers les clients qu'on investit dans la finance durable. J'allais dire ça lave plus blanc que blanc, mais ce serait plutôt c'est plus vert que vert. Et donc effectivement, c'est toujours un jeu d'opportunités et de risques. Et il n'y a pas d'entreprise qui a un modèle qui est 100% vertueux, c'est-à-dire qui a un effet positif sur le climat, qui a un effet positif sur la biodiversité, dans lesquels 100% des salariés sont joyeux d'être là tous les matins, et sur lesquels, quand on sort de son travail, on se sent un homme augmenté en ayant appris des choses. Et donc il y a toujours des paradoxes. Opportunités. Et donc effectivement la Commission européenne, c'est pour ça qu'elle n'a pas normé ce que c'était qu'une activité durable, parce que vous allez être toujours sur une analyse multicritère d'enjeux différents. Et donc à la fin, c'est l'analyse combinée de ces risques et opportunités. Après, par contre, je pense que le sujet de la finance durable et de la capacité à construire une économie plus responsable, c'est pas uniquement, c'est beaucoup des activités qui orientent, notamment sur les sujets climat et biodiversité. C'est surtout un sujet d'activité et de transition, de nouvelles technologies, donc les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, le traitement des déchets. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de secteurs sur lesquels ils sont partie prenante de cette transition, c'est-à-dire sur des secteurs à enjeux plus diffus. On revient à toute l'économie en pleine. Exactement. Les choses sont imbriquées. Donc finalement, comment on se source pour fabriquer un produit
de grande distribution, comment il a été construit, comment il a été conçu. C'est aussi un sujet qui concerne les enjeux de développement durable. Et donc, bien sûr, il ne faut pas tomber dans le greenwashing et trouver que n'importe quelle initiative qui fait joli dans un rapport de développement durable fait du sens. Mais il faut aussi que le public comprenne que ces enjeux concernent un large spectre de l'économie et qu'on va avoir besoin d'une transformation profonde des façons de faire dans beaucoup d'activités pour réussir cette transition. C'est une vraie transition et c'est pour ça que je pense que du coup, la Commission européenne n'a pas voulu imposer des règles strictes puisqu'on embarque tout le monde. C'est une transition. On embarque tous les secteurs économiques. Il y a un vrai, à mon avis, côté ou volet éducationnel qui va être très important auprès des clients, auprès des épargnants, pour justement pas qu'ils s'imaginent que dans les fonds dans lesquels ils vont investir, par exemple sur la taxonomie, ils se retrouvent alignés à des niveaux énormes. Aujourd'hui, la taxonomie représente 3-4% de l'économie. Donc, la taxonomie, c'est pas une nouvelle taxe. Non, c'est un franc-business, c'est vraiment la taxinomie d'ailleurs en français, ce qui est encore plus étrange, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un dictionnaire finalement sur des activités dites durables sur le plan environnemental aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la finance durable, c'est quand même une transition. Et derrière, c'est le plan d'action mis par la Commission européenne pour accompagner cette transition. Et c'est pour ça que tous les secteurs finalement sont importants. Ce qui est aujourd'hui important, je pense, c'est que ce que font les sociétés de gestion, elles vont être obligées de le reporter. Et ça, c'est très important. Donc, en janvier, on a commencé à dire ce qu'on faisait dans les documents réglementaires. Là, comme le disait Léa, on est sur du reporting. Donc, on reporte clairement ce que l'on a dit que l'on faisait. Et effectivement, là, on va voir si les compagnies font bien ce qu'elles disent, si les sociétés de gestion font bien ce qu'elles disent. Puis il y a une forme de modestie du régulateur, quelque part, de dire, voilà, on ne définit pas qu'est-ce que la durabilité, chacun va se positionner. Enfin, la finance durable, c'est assez... c'est intéressant ce changement. Léa, vous vouliez dire Oui, je voulais juste rajouter une chose, ce que vient de dire Samira, la taxonomie ou taxinomie, selon comment, on ne sait plus trop, c'est un peu comme le Covid et la Covid. En fait, c'est le seul indicateur qui va permettre de comparer. Ça, c'est une révolution pour nous, c'est une révolution parce qu'en fait, on a tous nos propres méthodes, on a tous nos propres indicateurs, personne ne peut se comparer l'un à l'autre. Enfin, on va avoir un élément sur tous les reportings de tous les fonds où on saura exactement comment on se situe les uns par rapport aux autres. Et qui est un élément, un indicateur normé. Donc c'est quelque chose que chaque entreprise va remonter. Et donc là aussi, les entreprises nous remontent toute la même information. Donc c'est la révolution. Non, et on aura probablement de plus en plus d'indicateurs de ce type-là. Et ça sera intéressant. Oui. Après, ce qui va être intéressant, c'est que les épargnants, les investisseurs se saisissent de ces indicateurs. Et là, il y a évidemment encore tout un chemin à faire. D'où la pédagogie. Ouais, parce que la réglementation vient de changer. On voit que tout est fait pour donner plus de transparence, aider les épargnants. Mais il faut qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils s'en saisissent. Mais quand on parle des épargnants, on voit bien ce désir dans la société qui s'exprime fortement de donner plus de sens, de mettre son épargne sur la finance durable, des sujets qui ont du sens. Mais on voit aussi, il y a aussi évidemment un besoin de performance. Et on voit et d'ailleurs en ce moment c'est intéressant, c'est proche des sujets de consommation. On voit bien que l'inflation remonte et par exemple le bio est en train de baisser. Les gens ont envie de consommer durable, mais jusqu'à un certain prix. Et je me demandais, du coup, je voulais vous demander, Hervé, ce sujet de performance, il est évidemment aussi au cœur de la finance durable. Comment vous pensez que la réglementation va jouer la performance à l'aune de cette réglementation? Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Est-ce que la réglementation peut, à la limite, être un booster pour la performance ou au contraire, vous êtes un peu inquiet? Qu'est-ce que vous voyez? Je ne pense pas que la réglementation soit un booster pour la performance. Je pense qu'elle clarifie les sujets, mais ce qui est important de comprendre, c'est finalement pourquoi on régule. Si on veut faire le lien avec la performance, c'est que cette régulation arrive parce que les autorités publiques ont bien compris que finalement, si on veut réussir plus facilement, plus vite la transition vers une économie plus durable, c'est-à-dire si on veut amoindrir les risques liés au changement climatique, si on veut traiter les sujets de disparition d'espèces, de perte d'écosystèmes, finalement, la finance a un rôle à jouer dans cette transformation. Et donc le premier sujet de performance, c'est de dire collectivement, quand on crée des produits durables, si on les classifie bien, et c'est bien des produits durables, on crée dans l'économie quelque chose qui n'existait pas avant,
C'est-à-dire, avant, vous aviez des apporteurs de capitaux, les financiers, qui, quand ils regardaient un objet économique, une entreprise, un projet, etc., se demandaient c'est quoi le risque-rendement et est-ce que ça va être performant, avec quel niveau de risque. Et là, ce qu'on est en train d'ajouter, c'est qu'on est en train de dire c'est très bien que vous regardiez le risque-rendement, et bien sûr, vous allez continuer à regarder le risque-rendement, mais on voudrait aussi que vous regardiez, que vous ayez un autre axe d'analyse qui est finalement quelle est la qualité environnementale ou sociale des projets dans lesquels vous investissez. Et plus, en ayant, ne serait-ce qu'en demandant aux acteurs financiers de regarder ça, ça envoie un signal à toute l'économie, c'est-à-dire toutes les entreprises savent qu'elles ont maintenant face à eux des apporteurs de capitaux qui se soucient de ce sujet. Et donc on aligne des intérêts pour les acteurs économiques qui se disent je ne peux pas simplement reporter maintenant auprès de mes actionnaires ou de mes créanciers sur mon rendement à court terme et mon EBITDA, il faut aussi que je prenne en compte mes impacts environnementaux et sociaux. Et ce simple fait-là, ce simple engagement indirect auprès des entreprises, favorise les conditions d'une construction d'une économie plus durable. Et c'est un peu de bon sens, votre performance, elle sera probablement plus élevée dans une économie durable que dans une économie pas durable. Non, mais c'est l'idée derrière ça. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur le sujet du choix individuel de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel projet, il s'agit d'embarquer collectivement l'ensemble des acteurs économiques par cette réglementation pour favoriser cette transition, parce qu'on peut chacun essayer de se dire finalement, est-ce que je vais être plus rentable en faisant ça ou ça et en se faisant à courte échelle, mais globalement, notre performance globale sera beaucoup plus corrélée au niveau de développement économique de l'ensemble de l'économie que durablement. C'est-à-dire, si vous le voyez bien, si les marchés font moins 15%, si vous avez eu le bon gérant qui a fait les bons paris, peut-être qu'il vous aura fait moins 13 quand le petit copain aura fait moins 17. Bon, si l'économie fait plus 15, même si vous avez mal choisi, vous faites peut-être que plus 13 ou plus 12. Et d'abord, la première idée de la finance durable et de la performance, elle est celle-là. Elle est de se dire, orienter les capitaux vers une économie plus durable, ça participe d'une performance collective qui fera que votre épargne aura des rendements de long terme plus élevés. Et après, le deuxième sujet, c'est de dire tout ça n'est pas hors sol. C'est-à-dire quand on dit qu'on veut que les entreprises se saisissent des sujets environnementaux ou sociaux, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Le climat, c'est un sujet. Alors, on en débat encore dans certains pays, mais globalement, il y a une communauté scientifique qui nous dit que c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas qu'un vrai sujet avec des scientifiques qui disent des choses et des politiques qui sont en retard. C'est des entreprises qui se saisissent de ces problématiques, qui s'en saisissent pour transformer leur façon de faire ou qui s'en saisissent pour inventer des innovations. Bon, dans une économie qui innove, dans une économie qui se transforme, vous préférez être sur les acteurs qui sont en train d'innover, de se transformer, de s'adapter à une économie qui change, ou vous préférez être exposé, investir sur des acteurs qui se voilent la face et qui se disent on continue comme avant, après moi le déluge, le plus longtemps ça dure, le mieux c'est. Voilà. Donc le sens après de la sélection de valeurs sur les enjeux environnementaux et sociaux, celle-là, ça va être de se dire finalement c'est plus intéressant, si on doit s'intéresser parmi les 10 000, 15 000 entreprises cotées sur lesquelles on peut investir, le prisme de regarder l'ensemble des risques et opportunités environnementales et sociales dans un choix de valeurs va apporter naturellement un biais positif de sélection de valeurs. La démonstration est claire. Merci, et par contre, juste un tout petit mot peut-être pour finir, mais très rapide. Je veux dire, évidemment, il ne s'agit pas d'être naïf là-dedans. On n'est pas en train de dire, dès qu'un beau projet est vert, c'est magnifique, on investit dessus, il faut y aller. On va vérifier la première partie, le modèle économique de ce projet. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait un modèle économique dans ce projet, c'est aussi bien d'un point de vue impact environnemental et social. Merci. Un projet qui n'a pas de modèle économique n'a pas d'impact. Oui, c'est bien de revenir aux fondamentaux. On a des questions, je crois, de l'auditoire. Et la première, c'était sur, je ne sais pas qui veut la prendre, sur la réglementation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, là on parle depuis tout à l'heure de réglementation européenne, mais c'est une question importante, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On voit que ça a beaucoup bougé récemment avec Biden, mais voilà, est-ce qu'il y a une convergence? On a dit que là, il y a une convergence en Europe. Peut-être Léa, vous pouvez prendre ça. Vous avez dit, voilà, déjà il y a une convergence en Europe, mais par rapport aux États-Unis, est-ce qu'il y a une convergence un peu plus globale ou on reste complètement dans deux mondes? D'abord, je pense que la première chose qui est importante, c'est qu'effectivement, les États-Unis sont rentrés dans la danse. Et ça change
tout. Ça y est, enfin, on a quand même un autre gros bloc économique mondial que l'Europe qui se saisit du sujet. Ça veut dire que, et d'ailleurs, ils s'en saisissent tellement que ça fait l'objet d'un débat politique assez virulent. Hein. Exactement. Et qui est même prêt à sortir son droit de veto pour dire non, il est absolument indispensable d'intégrer ces sujets-là. Donc ça, c'est effectivement tout à fait nouveau. Les États-Unis et l'Europe fonctionnent différemment. Nous avons une réglementation qui, bien souvent, quand on est européen, encore plus français, on est administratif. C'est vraiment, on fait des règles extrêmement compliquées, des textes très longs. Il faut les comprendre et les interpréter. Voilà, exactement. Ouais. Les États-Unis sont dans une politique d'incitation. Et ça a été vu d'ailleurs comme un élément de compétitivité et voire de protectionnisme très fort, à l'inverse de l'Europe. Et la preuve, vous avez une entreprise comme Tesla qui maintenant et exactement dans le cadre de cette régulation qui est en train de mettre en place les États-Unis avec tous les sujets sur la mobilité durable, qui, grâce à ça, se dit, bon, bah ça y est, maintenant, je vais rentrer encore plus fort dans le marché, je baisse mes prix significativement, parce que je sais qu'en face, j'ai des incitations financières pour, évidemment, les personnes aux États-Unis, mais ailleurs, pour faire vendre, en fait, pour acheter d'une part, mais pour vendre, moi, mes produits. Alors c'est vrai que nous, on fonctionne un petit peu différemment et ça va créer un décalage. Ça, c'est sur la partie vraiment, je dirais, grande politique. Et la deuxième chose, c'est les normes comptables qui existent depuis 20 ans pour la partie financière, qui sont en train d'être mises en place. Et c'est les États-Unis qui, malheureusement, prennent un petit peu le pas là-dessus. Et ça, c'est triste pour l'Europe qui était très en avance. Et l'Europe a du mal à construire sa propre réglementation. Oui. Et après, ça ouvre un vaste sujet. Absolument, on pourra en parler des heures. Voilà, on va passer pour compléter la réponse de Léa sur la réglementation, par exemple, aux États-Unis. C'est vrai qu'on ne marche pas du tout de la même manière entre les États-Unis et l'Europe. Là, aujourd'hui, ils sont sur une consultation sur la ruling, donc sur une réglementation autour du nom des fonds qui sont durables et aussi sur tout ce qui est transparence, comme nous avec SFDR. Ils travaillent aussi dessus, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Merci Samira. On avait une autre question qui était comment peut-on s'assurer que le produit financier dans lequel on investit est effectivement vert? Mais ça, peut-être qu'on y a pas mal répondu en disant, voilà, c'est jamais 100%. Je vais peut-être passer à la troisième question directement. C'est presque le plus important. Sincèrement, c'est la transparence. Ça y est, c'est acté, il n'y a pas de règles, c'est pas possible. Donc, transparence. Donc, voilà, et les nouvelles règles vont vraiment aider. Vous allez avoir article 9. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un objectif environnemental et social qui est décrit dans le prospectus d'investissement. Donc, c'est très engageant et le régulateur va surveiller l'adéquation avec cet objectif. Et puis, vous allez avoir le niveau de taxonomie verte, donc qui va vous dire, de quelle couleur on parle. Est-ce qu'on est vert pâle, vert clair, vert foncé, avec le niveau d'alignement taxonomie. Donc, si vous voulez comparer deux fonds assez simplement, c'est vrai qu'il faudrait trouver un autre nom que c'est article, mais vous pouvez dire, voilà, est-ce qu'il y a un objectif environnemental ou social et quel est-il? Donc, est-ce qu'il y a un objectif environnemental dans la stratégie d'investissement et quel est le niveau d'alignement avec la taxonomie qui est d'ailleurs en train d'être complétée. Comment je fais pour on va avoir les clés. Du quantitatif très clair là, pour comprendre. Comment je fais pour atteindre cet objectif que je me dis avoir dans mon fonds d'investissement. L'objectif de tout. Exactement. Donc vraiment, on va devoir, le client, les épargnants vont avoir cette information. Et alors la dernière question en 1 minute, parce qu'on en a déjà parlé et parce que l'heure tourne. Comment espérer de bonnes performances si on investit exclusivement? Bon, Hervé, vous nous en avez beaucoup. Hervé nous a tout dit. Exclusivement dans des fonds. Bon, moi, je crois qu'Hervé nous a tout dit. Alors, mais il me reste à vous remercier tous les trois. Merci beaucoup, c'était très clair. Donc on a compris, voilà, il y a plus de transparence, mais il faut maintenant que les épargnants s'en saisissent, parce que les données, elles vont être là. Mais voilà, aux épargnants Il y a beaucoup d'informations sur le site Internet, il ne faut pas hésiter à regarder. À comparer, se renseigner. C'est vrai que les sociétés de gestion se sont mises en marche parce que pour le coup, elles ont vraiment mis en place une nouvelle gouvernance pour pouvoir répondre à tous ces épargnants. Donc toute l'information est disponible. Merci Samira. Elle en a marre. On va aller chez son banquier pour vérifier que tous ces placements sont verts. Je vais aller vérifier tout ça. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et à bientôt pour un prochain rendez-vous éco-responsable.